et bienvenue à vous tous dans cet espace éducatif. Je me présente. Je suis Madame Wanissa Breday Rorbel, enseignante de français au lycée 15 novembre Sfax 1. Cette leçon a été élaborée par moi-même en collaboration avec ma collègue Madame Rim Triqi. Je tiens à remercier notre inspecteur, Monsieur Mounir Damar, pour son encadrement et sa confiance. Cette activité s'inscrit dans le module d'apprentissage numéro 2 du programme tunisien. Le niveau cible est la 4e année section scientifique. L'activité est une activité de lecture, plus précisément une activité d'explication de texte, qui se fera autour du module « Liberté, j'écris ton nom ». J'ai tenu compte de certains objectifs spécifiques, à savoir lire et comprendre un texte, analyser les procédés mis au service de la démarche adoptée par l'auteur, et enfin déduire et interpréter son intention. Avant de passer à l'analyse ou à l'explication du texte, il est impératif de faire une brève présentation du thème. Le thème, il s'agit donc de « Liberté, j'écris ton nom », c'est le titre du poème de Paul Éluard. La liberté est une notion, c'est aussi la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, c'est l'opposé à l'esclavage, à la servitude, ou d'une personne qui n'est pas enfermée. Et ici, il s'agit de l'opposé de la captivité. On dit aussi être libre. Pour sensibiliser au thème, nous allons essayer de définir ce qu'est la liberté. Non seulement la définir, mais aussi de trouver certains synonymes qui vont pouvoir vous éclairer sur le sens de ce terme. La liberté, c'est l'absence de contrainte. La liberté, c'est un droit. La liberté, c'est l'état naturel de l'humanité. La liberté, on doit en jouir, on la revendique et on défend bien sûr sa liberté. Cette notion liberté s'oppose automatiquement à la soumission. Qu'est-ce que la soumission? C'est la dépendance, l'assujettissement, l'asservissement, la servitude, la captivité si on est enfermé, et enfin, on dit être sous le joug de quelqu'un. Le texte à étudier a pour titre « Au nom de la liberté ». L'auteur n'est autre qu'Alexandre Dumas. Il s'agit d'un écrivain français du XIXe siècle. Son œuvre, c'est La femme au collier de velours. Ce texte figure sur votre manuel à la page 109. Mais avant que de passer à l'explication de ce texte, il est impératif de faire la présentation de l'œuvre, d'où est extrait ce texte. La femme au collier de velours, voici la page de garde. L'écrivain, on l'a mentionné tout à l'heure, il s'agit d'Alexandre Dumas. Cette édition est de 2009. On va faire une brève description de cette œuvre. Par le biais de la fiction, Alexandre Dumas dénonce les abominations et les lâchetés des jours sombres de la terreur dans le Paris sanglant en 1793. Et il s'agit bien sûr d'un texte intégral. La femme au collier de velours est un roman. La date de sa publication originale est 1850. L'auteur, Alexandre Dumas, et il s'agit du genre romanesque, du genre le roman. Un bref résumé s'impose pour mieux comprendre les circonstances pendant lesquelles vont se dérouler les actions de notre texte à étudier. En 1793, année noire, c'est le règne de la terreur. L'ombre de l'échafaud plane sur Paris. Et celle du diable n'est pas loin. Il s'appelle Hoffmann. Il a quitté l'Allemagne pour monter à l'assaut de ses rêves, car il en est convaincu, le monde est un théâtre et Paris est sa scène. Et si le décor avait un envers, pire que dans un conte, amour vénal et veineuse, rencontre magique et terrifiante, ivresse et folie du jeu, a-t-il rencontré Arsène, la danseuse au collier de velours? A-t-il déversé des flots d'or à ses pieds? L'a-t-il bien vu dans la nuit, pleurant Danton, son amant guillotiné? Une chose est sûre, 2 fois par jour au serment qu'il avait fait en quittant son pays, Hoffmann a vendu son âme et sacrifié ceux qu'il aime.
on va faire la présentation de notre auteur. Voici à quoi ressemblait Alexandre Dumas. Il s'agit d'un portrait, d'une photographie faite par Nadar en 1855. Nadar était un caricaturiste et aussi un écrivain. Voilà Alexandre Dumas sur cette photo. La biographie de l'auteur, quand on parle de biographie, on va essayer de voir sa vie, à quoi ressemblait sa vie. Alexandre Dumas, appelé aussi Dumas père, pour le distinguer d'avec son fils et homonyme Alexandre Dumas fils. Né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts, il est l'enfant d'un père général mulâtre, Thomas Alexandre Davy de la Pailletterie, dit Dumas, premier général d'origine afro-antillaise de l'armée française et d'une mère aubergiste. Orphelin de père dès l'âge de 4 ans, le jeune Alexandre passe une enfance peu réjouissante. Il s'initie à la poésie, puis part s'installer à Paris dès 1822. Après s'être imprégné d'une certaine culture littéraire, telle que Shakespeare et Walter Scott, il fréquente assidûment les théâtres. Support audiovisuel. Donc il s'agit d'un petit extrait tiré de YouTube. Ça va vous permettre un peu de comprendre quelle était la vraie ambiance à cette époque. On parle d'époque de la terreur, mais à quoi ressemblait cette période difficile pour une France qui était vraiment en crise. L'extrait du film relate les faits de la Révolution française, une époque importante pour la France, et il s'agit de l'exécution de Louis XVI, roi de France. Je vous souhaite un très bon moment en visionnant cette vidéo. Oh, Maximilien, vous ne pouvez rien voir, les volets fermés. Non, laisse-les fermer. Laisse toute la maison fermée. Il se passe aujourd'hui quelque chose qui n'est pas convenable que tu vois. Citoyen, dites-moi ce que je dois faire, monsieur. Il faut enlever votre redingote et votre cravate. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France.
Après avoir bien sûr visionné cette vidéo, vous avez un peu compris à quoi ressemblait le cadre spatial, les personnages, leurs vêtements. Mais c'était un moment très dur et douloureux que de guillotiner Louis XVI. Tout cela se passe dans un cadre spatial et il s'agit de la place de la Révolution. Qu'est-ce que la place de la Révolution? Au niveau de la place de la Révolution, c'est un tribunal révolutionnaire où se font les exécutions des condamnés à mort au moyen de la guillotine. Mais qu'est-ce qu'une guillotine? La guillotine en France, c'était un instrument qui servait à trancher les têtes des condamnés à mort. Elle doit son nom à son inventeur Joseph Guillotin, médecin et homme politique français. Il est connu pour avoir fait adopter, sous la Révolution française, la guillotine comme moyen et mode unique d'exécution capitale. Et ici, on parle de peine de mort. Je vais vous lire maintenant le texte figurant à la page 109. Soyez tout ouïe. Au nom de la liberté. Hoffmann est un jeune Allemand qui vient s'installer à Paris en 1793. C'est l'époque de la terreur. Chaque jour, des condamnés à mort sont conduits à la guillotine. Son hôtesse lui loue une chambre dont la fenêtre donne sur le tribunal révolutionnaire. Tenez, voilà les charrettes qui arrivent. Vous vous retirez, citoyenne? Oui, je n'aime plus voir cela. Et l'hôtesse se retira. Hoffmann la prit doucement par le bras. Excusez-moi si je vous fais une question, dit-il. Faites. Pourquoi dites-vous que vous n'aimez plus voir cela? J'aurais dit moi, je n'aime pas. Voici l'histoire, citoyen. Dans le commencement, on guillotinait des aristocrates très méchants, à ce qu'il paraît. Ces gens-là portaient la tête si droite, ils avaient tous l'air si insolents, si provocateurs, que la pitié ne venait pas facilement mouiller nos yeux. On regardait donc volontiers. C'était un beau spectacle que cette lutte des courageux ennemis de la nation contre la mort. Mais voilà qu'un jour, j'ai vu monter sur la charrette un vieillard dont la tête battait les ridelles de la voiture. C'était douloureux. Le lendemain, je vis des religieuses. Un autre jour, je vis un enfant de 14 ans. Et enfin, je vis une jeune fille sur une charrette. Sa mère était dans l'autre, et ces deux pauvres femmes s'envoyaient des baisers, sans dire une parole. Elles étaient si pâles, elles avaient le regard si sombre, un si fatal sourire aux lèvres. Ses doigts qui remuaient seuls pour pétrir le baiser sur leur bouche étaient si tremblants et si nacrés que jamais je n'oublierai cet horrible spectacle et que j'ai juré de ne plus m'exposer à le voir jamais. « Ah, ah, dit Hoffmann en s'éloignant de la fenêtre, c'est comme cela. Oui, citoyen, eh bien, que faites-vous? Je ferme la chambre. Pourquoi faire? Pour ne pas voir. Vous, un homme? Voyez-vous, citoyenne, je suis venue à Paris pour étudier les arts et respirer un air libre. Eh bien, si par malheur je voyais un de ces spectacles dont vous venez de me parler, si je voyais une jeune fille ou une femme traînée à la mort, en regrettant la vie, citoyenne, je penserais à ma fiancée, que j'aime et qui peut-être... Non, citoyenne, je ne resterai pas plus longtemps dans cette chambre. En avez-vous une sur les derrières de la maison? Chut, malheureux, vous parlez trop haut. Si mes officieux vous entendent. Vos officieux? Qu'est-ce que cela, officieux? C'est un synonyme républicain de valet. Eh bien, si vos valets m'entendent, qu'arrivera-t-il? Il arrivera que dans 3 ou 4 jours, je pourrai vous voir de cette fenêtre sur une des charrettes à 4 heures de l'après-midi. Alexandre Dumas, La femme au collier de velours. Passons maintenant à l'explication de notre titre, Au nom de la liberté. Au nom de signifie en vertu de, en tenant compte de, en considération de. La liberté, c'est l'indépendance. C'est aussi l'affranchissement, l'émancipation, le laisser-aller si on parle d'un français courant. Alors au nom de la liberté, en vertu de la liberté, en tenant compte de la liberté, en considération de la liberté, que fait-on? On tue, on exécute des personnes, on ôte la vie, on guillotine des hommes. Quel type de texte avons-nous? Il s'agit d'un texte prosaïque, cela veut dire écrit en prose. De par sa forme, ce texte est un long dialogue intégré à un récit au passé. Les marques du récit se trouvent au tout début.
L'emploi du temps verbal, le passé simple, temps de prédilection du récit au passé. On trouve cela aux lignes 4 et 5. Se retira et prit. Les marques du dialogue, la ponctuation, les tirets, les points d'exclamation et d'interrogation, les verbes introducteurs, ceux qui introduisent la parole, verbe de parole, dit-il, dit Hoffmann en s'éloignant de la fenêtre. Les répliques, ce sont les propos ou les paroles échangées. Ce dialogue se déroule entre deux personnages, donc deux interlocuteurs. Hoffmann et l'hôtesse. L'emploi des pronoms personnels. Les paramètres de l'énonciation sont très importants et vont nous guider pour une meilleure compréhension de notre texte. Qui sont les participants à l'action? Les participants à l'action sont les interlocuteurs. Nous avons l'emploi du pronom personnel « je » et « vous » qui renvoie à Hoffmann et l'hôtesse. Il se vous voit, donc « vous » renseigne sur la relation qui unit les deux personnages. Ils ne se connaissent pas. Il y a une certaine distanciation ou un respect entre eux. On peut parler aussi d'absence de familiarité. On peut parler aussi d'absence de familiarité. Il existe aussi des personnages qui sont évoqués ou mentionnés. Ils ne participent pas à l'action. L'emploi du pronom indéfini « on », l'emploi du pronom « il », l'emploi du pronom « elle », pluriel tous deux, renvoie au peuple. Les révolutionnaires, les républicains, nous avons les appellations citoyens et citoyennes, les aristocrates qui sont guillotinés, les membres du peuple, un vieillard, des religieuses, un enfant de 14 ans, une jeune fille, sa mère, qui ont été repris par deux pauvres femmes dans le texte. Donc on va étudier le cadre spatial, donc le lieu. L'étude du cadre spatial va nous renseigner sur les circonstances pendant lesquelles vont se dérouler les actions. Une chambre elle est dans une maison ou une auberge. La place du tribunal révolutionnaire. Vous avez cette image sur vos livres à la page 110. Donc ça ressemble un peu au cadre qu'on vient de voir en ayant regardé la vidéo. La guillotine, les gens qui se sont rassemblés autour des condamnés à mort. Donc c'est la place du tribunal révolutionnaire. Une chambre qui donne sur le tribunal, la place du tribunal révolutionnaire. Et on peut dire aussi que cette chambre, donc à travers une fenêtre, on peut voir le tribunal révolutionnaire. Nous allons vous présenter un tableau à 3 entrées où on va faire l'étude minutieuse du cadre spatial. La chambre, qui est un espace clos, donc fermé. Et on parle ici de la cour du tribunal révolutionnaire, qui est un espace ouvert, et c'est le lieu de l'exécution. La chambre, qui est un espace clos et fermé, c'est l'intérieur. La cour du tribunal révolutionnaire, qui est un espace ouvert ou un lieu d'exécution, est un espace extérieur. La fenêtre, à quoi sert la fenêtre? Quel rôle joue-t-elle? La fenêtre est un intermédiaire entre la chambre et la cour du tribunal révolutionnaire. Donc entre l'espace clos et l'espace ouvert, la fenêtre est l'intermédiaire. C'est aussi un observatoire. Les gens regardent, voient, observent. Ici, nous avons un certain statisme et une absence de mouvement. Par contre, il y a au niveau de la cour du tribunal révolutionnaire un certain mouvement, un certain dynamisme. Qui sont les protagonistes? Qui sont les personnages qui sont dans la chambre? Il s'agit de Hoffmann et de l'hôtesse. Que font-ils? Ils regardent, observent, témoignent et voient. Quoi? Ils voient donc ou qui? Les condamnés à mort et le peuple. Donc Hoffmann et l'hôtesse, protagonistes. Donc cette fenêtre même est ouverte. Donc on remarque que cette fenêtre est l'intermédiaire et aussi un observatoire. Elle est ouverte pour que les protagonistes ou les personnages puissent voir ce qui se déroule au niveau de la cour du tribunal révolutionnaire. Puisqu'il y a un certain statisme et il y a l'absence de mouvement, on remarque qu'il y a par contre la parole. Donc il dialogue, il y a l'expression.
On parle aussi de discours direct. Comment avons-nous compris qu'il s'agit du discours direct? L'emploi des verbes introducteurs, dit-il à la ligne 6. Pourquoi dites-vous cela, etc. à la ligne 8. Moi, j'aurais dit à la ligne 8 aussi. Et enfin, dit Hoffman à la ligne 25. Donc ces verbes introducteurs nous renseignent sur la présence d'un dialogue, d'une discussion entre les deux personnages. Par contre, au niveau de la cour du tribunal révolutionnaire, on a parlé de dynamisme, de mouvement. Donc il y a des actions. Qu'est-ce qui nous renseigne sur la présence d'actions? Ce sont bien sûr les verbes d'action. Les charrettes qui arrivent, on guillotinait, on regardait, la tête battait les ridelles de la voiture. Nous avons le verbe battait. Deux pauvres femmes s'envoyaient des baisers sans dire une parole. Donc par opposition à la chambre et aux personnages qui sont en train de dialoguer dans la chambre, au niveau de l'espace ouvert, il y a du mouvement, il y a du dynamisme, mais il y a l'absence de la parole. Ces doigts qui remuaient seuls pour pétrir un baiser sur leur bouche. Donc beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements au niveau du cadre extérieur. Alors le cadre extérieur va nous aider à mieux comprendre l'importance de ces deux lieux. Les spectateurs, donc ce sont ceux qui sont en train de regarder, d'observer, d'être témoins de ce qui se déroule au niveau de la cour du tribunal révolutionnaire. Sans oublier bien sûr les personnages qui se trouvent dans la chambre, dans l'espace clos et qui regardent par la fenêtre. On a vu tout à l'heure que la fenêtre est un intermédiaire et c'est aussi un observatoire. Donc les spectateurs, les indications qui prouvent qu'il s'agit d'un spectacle. Puisqu'on parle de spectacle, nous devons obligatoirement voir qu'est-ce qui nous a permis de comprendre qu'on parle d'un spectacle. Nous avons la perception visuelle. Donc la perception visuelle, c'est le sens visuel, sens de la vue. Les verbes relatifs à la vision nous aident à mieux comprendre qu'il s'agit d'un spectacle. Elle dit à la ligne 3, « Je n'aime plus voir cela ». Voir. À la ligne 13, elle dit « On regardait ». Puisque l'hôtesse fait partie du peuple, donc elle faisait partie des spectateurs au niveau de la cour du tribunal révolutionnaire. Elle dit « On regardait ». Puis, nous avons « j'ai vu ». Le participe passé, donc, et le verbe est conjugué au passé composé. Le participe passé vu. Nous avons à la ligne 17 et 18 « je vis »,« je vis »,« je vis ». Donc, ce verbe a été conjugué ou utilisé plusieurs fois. On parle ici d'une certaine répétition, c'est une figure d'insistance pour montrer que ces spectacles sont fréquents et répétitifs. Quelle est la différence entre le verbe voir et regarder? Il est important de voir quelle différence existe-t-il entre ces deux verbes. Pourtant, pour vous, vous avez du mal à les distinguer. Mais il y a une différence. Voir. Voir est un acte passif. Percevoir par la vue est discerner quelque chose. On perçoit tout simplement parce que ce qui est perçu fait partie de l'environnement. Cette perception est involontaire, sans intention aucune. Donc on voit ce qui nous entoure. On n'est pas obligé de se concentrer ou d'agir sur notre sens. Nous avons ensuite regarder, qui est aussi un verbe de perception. Mais ici, l'acte est comment? L'acte est volontaire. L'on porte le regard intentionnellement et avec volonté. Quelles fonctions ont la vision et le regard? La vision et le regard nous renseignent sur le monde extérieur et ses constituants. Ils poussent aussi le lecteur à imaginer et à voir à travers l'œil du narrateur. C'est le discours de l'hôtesse. Il s'agit d'un témoignage. Ces deux verbes structurent le texte et assurent bien sûr sa progression. Ils nous renseignent sur les caractéristiques du monde extérieur. C'est pour cela que l'on parle de spectacle. Passons maintenant aux temps verbaux. L'emploi des temps verbaux indique la valeur temporelle des actes commis. L'imparfait, on regardait, nous renseigne sur une habitude. Le spectacle est répétitif et non singulatif.
donc fréquent et habituel. Une action aussi qui dure dans le temps au passé. Il y a aussi l'emploi du passé simple, je vis, je vis, je vis. Et ici, le passé simple est bien sûr connu comme étant le temps de prédilection du récit au passé, de la narration. Ici, les actions sont comment? Elles sont successives et aussi nombreuses. Les témoins des spectacles. Nous parlons de spectacles et non pas d'un seul spectacle. Les personnages témoins et aussi le peuple témoin. Quelle différence y a-t-il entre les personnages témoins et le peuple témoin? Les personnages témoins, ce sont les observateurs, ils sont à l'intérieur de la chambre, donc à travers la fenêtre. Ici, c'est Hoffmann et l'hôtesse, citoyen, citoyenne. Citoyen, citoyenne est une appellation républicaine post-révolutionnaire. Donc post-révolutionnaire, elle se passe après la Révolution française. L'hôtesse fait partie du peuple, donc du tiers-état. Hoffmann est allemand, installé à Paris. C'est un étudiant en art. Je suis venu à Paris pour étudier les arts, dit-il. Mais aussi, on peut exploiter le paratexte qui nous renseigne sur l'origine d'Hoffmann, qui est un jeune Allemand. Le peuple témoin, c'est aussi un observateur, mais cette fois-ci à l'extérieur, au niveau de la place du tribunal révolutionnaire, autour de la guillotine. Le peuple emploie du pronom personnel « on » pour le peuple et « je » pour l'hôtesse. Mais il n'y a aucune indication précise à propos du peuple. La focalisation se fait seulement sur les condamnés à mort, ceux qui subissent ce châtiment, cette punition, cette peine, cette condamnation, cette sanction. Quelles sont les circonstances historiques qui ont fait que l'on guillotine des gens en plein public? C'est la fin de l'absolutisme royal et de la dictature, de la tyrannie du despotisme. La Révolution a demandé à ce qu'il y ait une république. Le féodalisme est enterré. Oui, Paris est connu par ou réputé pour la liberté, comme l'a dit Hoffmann. Hoffmann dit « Je suis venu à Paris pour étudier les arts et respirer un air libre ». C'est la période de la gloire du savoir et de la littérature. Le XVIIIe siècle, 10 siècles des Lumières, où y ont vécu les philosophes des Lumières tels que Rousseau, Montesquieu, Diderot et Voltaire. Rappel. Qu'est-ce que la Révolution française? C'est une période importante de la France, une période qui s'étale du 5 mai 1789 jusqu'au 9 novembre 1799. On parle d'une décennie. Le féodalisme est le système féodal, c'est-à-dire le système politique, économique et social du Moyen-Âge, qui est fondé sur la féodalité. Le pouvoir politique, religieux, judiciaire et militaire était exercé par une aristocratie foncière qui opprimait un peuple constitué en majorité de paysans. La République, comme la République que nous avons, est une forme de gouvernement où le chef de l'État, un président, n'est pas seul à détenir le pouvoir, qui n'est pas héréditaire. Le tribunal révolutionnaire. Il juge, il condamne. Il a une tâche patriotique. Et la terreur est de l'ordre du jour. On dit on guillotinait. Au début, dans le commencement, à la ligne 10, qui? Les aristocrates partisans de la royauté, de la monarchie, le clergé. Donc le clergé, ce sont les hommes de religion. Puis voilà qu'un jour, il va y avoir un changement. Qui sera guillotiné? Qui sera condamné? Et c'est le même tribunal qui va bien sûr juger et condamner les gens. Donc ce sont les soupçonnés de trahir les principes, cette fois-ci de la Révolution. Ceux qui compatissent avec les nobles et la monarchie. Les rebelles, les désobéissants. Ceux qui ne peuvent pas prouver leur engagement envers la Révolution sont passibles d'arrestation et de peine de mort. Une nouvelle attitude dictatoriale, donc relative à la dictature, s'installe. Et il y a un retour à la dictature sous l'ordre de la République. Malgré ce tournant révolutionnaire,
La terreur est toujours présente et seul le spectacle de la mort règne. Au début du dialogue, l'hôtesse exprime son refus de voir ces spectacles. « Je n'aime plus voir cela », dit-elle. Cela renvoie à deux types de spectacles. L'emploi de la négation totale prouve son refus total, donc son refus catégorique. Le verbe voir est relatif à la vision, comme on l'a mentionné ci-devant. C'est un acte involontaire. Il existe une opposition entre deux genres de spectacles de l'exécution à la guillotine, des condamnés à la peine capitale ou à la peine de mort. Cette opposition réside dans l'emploi de deux termes antithétiques, beau à la ligne 14 et horrible à la ligne 23. Opposition entre deux spectacles. Beau spectacle. Beau est un adjectif qualificatif mélioratif, appréciatif, donc à sens positif. Il s'agit ici d'un jugement de valeur de la part de l'hôtesse. Elle prouve son admiration, son appréciation. Pourquoi beau? Par rapport à quoi? Beau par rapport aux condamnés à mort, malgré la laideur de la mort. Les condamnés sont des aristocrates. Comment étaient-ils? Très méchants. Ces gens portaient la tête si droite, si insolent. Si insolent signifie impoli, dont le manque de respect est offensant et blessant, vexant. Si provocateur, provocateur signifie incitateur qui incite à la violence. Au beau spectacle s'oppose un horrible spectacle. Horrible est un adjectif qualificatif péjoratif, dépréciatif, donc à sens négatif. Un jugement de valeur aussi, il s'agit donc de l'indignation, de l'horreur, la terreur et la peur. Pourquoi qualifier ce spectacle d'horrible? Horrible aux yeux de l'hôtesse, car ces condamnés à mort font partie du peuple, sans oublier que l'hôtesse, elle aussi, fait partie du peuple. Donc à ses yeux, ce spectacle est horrible. Un vieillard, des religieuses, un enfant de 14 ans, une jeune fille, sa mère. Les jugements. Il s'agit au début d'un défilé réjouissant, qui fait plaisir. C'est pour cela qu'il est beau aux yeux de l'auteur. Une citoyenne révolutionnaire et républicaine qui fait partie du peuple. Un jugement, lequel, effet et impact recherché par l'emploi de cet adjectif beau, c'est susciter la réjouissance et la jubilation. Par contre, l'autre défilé est un défilé dramatique. L'emploi des adjectifs qualificatifs péjoratifs et l'adverbe d'intensité si, qui signifie ici tellement, à un tel degré. Elles étaient si pâles, elles avaient le regard si sombre, un si fatal sourire aux lèvres, ses doigts, qui remuaient, etc., étaient si tremblants et si nacrés. Donc ici, nous avons aussi un autre jugement, mais différent du premier. L'effet et l'impact recherchés à travers cette description, parce qu'ici, l'emploi des adjectifs qualificatifs à sens péjoratif, donc, prouve qu'il s'agit d'une description. Tout cela pour susciter quoi? Pour susciter la pitié et la compassion du lecteur, parce qu'elle s'adresse à Hoffmann. Mais quelle est l'attitude des spectateurs face aux deux spectacles? Ici, le spectacle est beau. Il y a une certaine antipathie, une certaine réjouissance. On regardait donc volontiers, donc de bon cœur et de bon gré. Tant que c'étaient les aristocrates et le clergé qui étaient les condamnés, on remarque donc une certaine antipathie à leur égard, vu qu'ils étaient méchants, qu'ils étaient détestés, mais une certaine réjouissance parce que il ne s'agissait pas des membres du peuple. Il y a un sentiment d'euphorie, d'extrême joie, voire d'exaltation et de contentement. Elle dit aussi « La pitié ne venait pas facilement mouiller nos yeux ». Que veut dire la pitié qui ne venait pas mouiller nos yeux? Et surtout facilement. Il s'agit ici donc, il ne pleurait pas face au spectacle de la mort. La conclusion, pour l'hôtesse et le peuple, cette exécution
et méritée. Leur réaction est une preuve d'antipathie et de haine à l'égard des aristocrates. Une sorte de revanche et de vengeance. Donc, c'est une condamnation juste et équitable. Mais qu'en est-il de l'horrible spectacle? Il y a une certaine sympathie et une tristesse. Sympathie à l'égard des membres qui sont condamnés à mort. Elle dit « je n'aime plus voir cela ». Donc, il y a un refus total. « Jamais je n'oublierai cet horrible spectacle », dit-elle, à la ligne 23. Ce spectacle est ancré en mémoire. C'est un mauvais souvenir qui engendre la désolation. J'ai juré de ne plus m'exposer à le voir jamais. L'hôtesse prête serment en disant « j'ai juré » et jure de ne plus s'engager à en être témoin. C'est un spectacle pathétique qui provoque la pitié. Une indignation, sentiment de colère que soulève une action qui heurte la conscience morale, le sentiment de la justice. Le sentiment engendré est la compassion. Donc, cette condamnation est injuste et illégitime. Passons maintenant à une petite conclusion partielle. La beauté du spectacle réside dans le fait que les méchants doivent mourir et cela engendre la joie des révolutionnaires. Par contre, nous avons la laideur du spectacle émane, cela veut dire découle, provient de l'injustice et de l'inéquité qui ne doit pas atteindre le peuple. Donc tous deux montrent qu'il y a une certaine absence de protestation et un silence. La tyrannie s'installe sous une autre forme. Prise de conscience de l'hôtesse, une situation absurde. La tirade de l'hôtesse constitue une explication à sa réaction. Suite au témoignage et à l'explication de l'hôtesse, Hoffmann partage son opinion. Il adhère à sa prise de position et compatit à son malheur. Dit Hoffmann en s'éloignant de la fenêtre. Il s'éloigne, donc il y a l'éloignement, preuve de compassion. Je ferme la chambre pour ne plus voir, donc fermer et ne plus voir. Un autre refus catégorique. Si par malheur je voyais un de ces spectacles, il éprouve du malheur, il est triste. Je ne resterai pas plus longtemps dans cette chambre, dit-il. Le ne pas, donc, il s'agit d'une négation et un refus. Hoffmann est scandalisé, choqué, sidéré. Un refus, une révolte. Ce dernier envisage une solution, changer de chambre. L'on constate une affinité de points de vue. L'hôtesse a pu persuader et convaincre le jeune Allemand de l'horreur de ces exécutions, surtout celles qui sont injustement commises à l'égard des citoyens révolutionnaires, soupçonnés de trahison. On leur ôte la vie, ils sont privés de leur droit de vivre et de se défendre. En effet, il se range de son côté, il est devenu un sympathisant. C'était le but ou la finalité du discours pathétique de l'hôtesse. Hoffmann réagit. Il n'est pas passif ou indifférent. En avez-vous une sur les derrières de la maison? Un renvoie à une chambre. De l'autre côté, une chambre dont la fenêtre ne s'ouvre pas sur la place des exécutions. Prise de conscience de l'horreur de la situation. Mais de quelle liberté les prive-t-on? L'interjection chute à la ligne 40, chute signifie ici silence, ne faites pas de bruit. Donc l'hôtesse demande à Hoffmann de se taire, donc il y a un signe de musellement, un signe de bâillonnement. Vous parlez trop haut, l'on constate l'interdiction de la parole, c'est la censure, l'absence de la liberté d'expression. L'une des revendications de la Révolution française était la liberté d'expression et de presse, et de culte bien sûr. Hoffmann est menacé, il est en danger. Comment?
par les mouchards. Qui sont les mouchards? Les mouchards, ce sont ceux qui dénoncent arbitrairement les membres du peuple, ici appelés mésofficieux. Terme et appellation révolutionnaire. Mésofficieux, ce sont les valets, ancien terme du régime royal, appellation qui désigne un serviteur, un domestique. Il y a aussi l'emploi de la phrase hypothétique « Si mes officieux vous entendent, il arrivera que dans 3 ou 4 jours, je pourrai vous voir de cette fenêtre sur une charrette à 4 heures de l'après-midi ». Ligne 40, 45, 46, vers la fin du texte. Donc, si mes officieux vous entendent, il arrivera que. Il y a l'emploi de si plus présent de l'indicatif, entendent, c'est le présent de l'indicatif, qui donne donc le futur simple. Ce futur simple permet d'exprimer une hypothèse sur le futur, et c'est le potentiel. Dans l'avenir, en s'exprimant librement et sans réserve, Hoffmann peut être guillotiné. La cause, c'est le fait d'avoir exprimé son refus de rester dans cette chambre. Passons maintenant à la synthèse finale. L'atmosphère du pays est infernale. Toute personne outrageant, cela veut dire violent, offensant, insultant, la loi, les principes de la Révolution est passible ou susceptible de mort. Le retour à l'insécurité sous la République, même atmosphère que sous la monarchie, donc absence de sérénité et de tranquillité. Les révolutionnaires sont contraints, cela veut dire forcés et obligés à se taire face à l'injustice qui règne en France. Le tribunal révolutionnaire condamne toute personne suspectée de trahison. Le verbe de trahison, c'est trahir. Trahir signifie commettre un crime, ou c'est le crime d'une personne qui trahit, qui passe à l'ennemi, qui n'est plus ami. La conclusion, la dictature monacale et celle de la monarchie cèdent place à la dictature républicaine. L'auteur adopte une stratégie ironique. Comment et pourquoi? Donc, il adopte une stratégie ironique afin de critiquer et de dénoncer le dérèglement, le détraquement du système politique et de son fonctionnement. Il s'agit ici d'un déséquilibre, d'un désordre, d'une désorganisation et d'une certaine perturbation. Pour mieux comprendre, les revendications, donc les réclamations du peuple avant le déclenchement de la Révolution française étaient le rejet de la monarchie absolue, de la tyrannie, de la dictature et du despotisme, donc du pouvoir du roi et de l'Église. Il y a une certaine dénonciation des excès du long règne autoritaire de Louis XVI. Les philosophes des Lumières s'accordent pour réclamer que la souveraineté ne soit accordée qu'au peuple. Ces idées se répandent chez les élites cultivées et intellectuelles lors d'une période de crise financière de la France qui s'endette. Les philosophes critiquaient la monarchie absolue, du droit divin et les privilèges excessifs des nobles et du clergé. Ils souhaitaient de nouveaux modèles de société dans lesquels les hommes seraient libres et égaux. J'ai assuré cette première séance du module d'apprentissage numéro 2, à savoir Liberté, j'écris ton nom. Ma collègue Madame Rimetriqi en assurera la seconde et j'espère vous retrouver pour d'autres leçons. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un très bon courage pour votre révision. Merci pour votre attention et merci à vous tous. Au revoir.